Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion Santé et Naturopathie. Je suis Jean-Brice Stivan et je vous accompagne sur des réflexions autour de la santé en général, la santé dans sa vision alternative, mais aussi dans la compréhension des mécanismes qui conduisent à la maladie. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui est assez difficile puisqu'il s'agit du cancer et vous savez que le sujet est très controversé, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Pourtant, c'est une maladie qui fait peur même à tout le monde. Que vous ayez une vision de la santé, qu'elle soit classique ou alternative, que vous ayez l'habitude de vous soigner en allopathie ou en médecine naturelle alternative, vous vous êtes sans doute posé ces questions. Quelles sont les causes du cancer? Comment pourrais-je prévenir ce cancer efficacement? La prévention efficace est pas toujours, comme vous allez voir, du dépistage. Le dépistage a ses travers, ne va pas de soi aussi évident qu'on le dit. Et puis, si vraiment un jour vous avez un cancer ou si une personne de votre entourage a un cancer, qu'est-ce que vous feriez? Suivre un traitement classique, chimio, médicaments allopathiques, opération, radiothérapie? Ou est-ce que vous utiliserez peut-être, par exemple, d'autres techniques connues pour améliorer des états pendant le cancer, comme du jeûne, s'alimenter sans sucre, régime cétogène, crudivore, de la phytothérapie pour contrecarrer les effets de la chimio, etc. Nutrithérapie, complémentation nutritionnelle, etc. Quelle place donneriez-vous peut-être ou accorderiez-vous à la gestion du stress, à la gestion de traumatismes psychiques, à l'approche psycho-émotionnelle dans votre démarche de guérison? Eh bien, toutes ces questions, moi, ça fait 30 ans que je me les pose. J'ai un petit peu navigué, regardé, observé. J'ai des personnes se sortir de cancer, d'autres en mourir. Et j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait mener au cancer, ou du moins ce qui n'étaient pas les causes avérées du cancer, celles que l'on vous donne comme étant évidentes. Eh bien, c'est dans cette vidéo que je vais essayer de vous montrer que les choses ne sont pas aussi évidentes que cela. Donc, dans cette série de 3 ou 4 vidéos, je vais me concentrer sur ce que disent certains acteurs médiatiques qui travaillent dans la santé en général, mais aussi en cancérologie, donc des cancérologues. Ceux, par exemple, comme le docteur Schwarz, le docteur Joyeux, le professeur Joyeux, qui sont des cancérologues, mais aussi des personnes différentes qui viennent du milieu de la naturopathie, ou des médecins comme le docteur Seignalé, ou des naturopathes avec une philosophie hygiéniste, comme Thierry Casasnovas, ou d'autres personnes qui travaillent dans la nutrition, comme Génisson. Mais tous ont une approche bien particulière, sont d'accord sur le fond entre eux, sur certaines choses en tout cas, ne sont pas forcément en accord avec la médecine traditionnelle allopathique, mais apportent tous quelque chose d'intéressant. Mais dans leur discours, il y a des choses qui me paraissent incohérentes et sur lesquelles je vais revenir. Donc, je vais partir de leur vision des choses, de leurs affirmations, et à partir de leur approche, je proposerai une réflexion, un questionnement qui montrera que la thèse qu'ils défendent sur l'origine du cancer, puisque ça va être surtout ça le thème de ces vidéos, d'où vient le cancer, comment, bien sûr, le limiter dans son développement aussi, on verra, eh bien, ces thèses, bien qu'elles puissent paraître intéressantes, restent pour moi insuffisantes, ou plutôt réductrices, pour comprendre l'origine réelle du cancer. Alors attention, en montrant que leur approche n'est pas exhaustive, qu'elle manque peut-être de cohérence, qu'elle n'est pas logique sur certains points, ou du moins qu'elle n'apporte pas tous les éléments pour une compréhension correcte des causes de cette maladie, eh bien, n'en déduisez pas que j'ai l'intention de jeter le discrédit sur leur travail. Pas du tout. Je ne juge pas les hommes, je ne juge pas leur travail. Je pense juste qu'il est important, lorsque l'on est acteur de sa santé ou lorsqu'on veut le devenir, de pousser les réflexions concernant ce genre de problème, en fait, au-delà d'affirmations, d'observations qui semblent trop réductrices, voire parfois dogmatiques. Alors, les personnes que vous allez voir à l'écran, sur lesquelles je vais porter ma réflexion, sont des personnes pour lesquelles j'ai un profond respect, qui m'ont apporté beaucoup, qui ont aidé des personnes. Elles méritent d'être entendues, mais c'est pour cela que je ne veux pas que vous confondiez cette vidéo avec un procès ou une quelconque attaque contre ces personnes-là. Je pense au contraire que leur approche apporte des éléments qui mériteraient un débat digne de ce nom. Et je ne nie pas que ces personnes ont apporté des éléments de connaissance
Ils ont aidé des personnes à guérir. Donc, ne me faites pas de procès d'intention sur cette série de vidéos. Elle n'est qu'une réflexion sur ma quête de sens, mes réflexions sur la santé, même si je sais que je vais peut-être heurter certains d'entre vous qui avaient des convictions bien arrêtées sur l'origine des cancers. Peu importe d'où viennent les idées, ce qui compte, c'est d'oser les remettre en cause. C'est du moins ma philosophie. Donc, en conclusion de ces vidéos, bien sûr, je me risquerai à donner une version, une approche qui est la mienne, après 30 ans de réflexion, de témoignages, d'études, d'écoute autour du cancer, de ce que je pense être important de considérer sur son origine, pour comprendre son origine du moins, et vous verrez que mon approche, à la différence de celle que vous allez entendre, ne se centre pas uniquement ni sur la tumeur, ni simplement sur la notion de terrain ou la notion d'élimination de toxines, mais sur l'histoire du patient dans sa globalité. Voilà. Donc, un petit avertissement avant de démarrer. Cette vidéo n'est donc pas une vidéo conseil. Je ne suis pas médecin. Tout ce que vous entendrez ne vous dispense aucunement de consultation et de traitement allopathique si vous êtes atteint de cancer. Du moins, vous avez le choix de le faire et je vous invite même à le faire. Commençons donc, avant de lancer les débats sur les théories sur l'origine du cancer, du moins les causes modernes du cancer, commençons par la théorie officielle admise par la communauté scientifique. Qu'est-ce que le cancer? Eh bien, simplement, si on regarde, et on verra que dans cette division, ça paraît simple, mais elle n'est pas aussi simple que cela. Le cancer correspond à un emballement de cellules qui se multiplient, qui croissent sans contrôle. On parle alors de développement anarchique. La cellule perd sa capacité d'apoptose, de suicide, et donc on dit que la cellule a dégénéré sur le plan génétique et qu'elle s'emballe, le corps a perdu son contrôle, si vous voulez, et elle échappe à toute surveillance immunologique, et donc va se développer sans limite. On parle d'expression d'un gène, de mutation génétique. Les anomalies génétiques apparaissent successivement. La cellule ne devient pas maligne d'emblée, mais passe par plusieurs stades. Alors, ces stades ont été bien définis par White en 1995, etc. Première mutation, une cellule apparaît, elle est normale, mais elle tend à prolifération excessive. Deuxième mutation, la cellule apparemment normale, mais elle a une prolifération nettement excessive. Et puis, la troisième mutation, la prolifération est encore plus rapide et la cellule change de forme. On a la quatrième mutation, où la cellule devient maligne, totalement anormale, échappant à tout contrôle. On vous dit en médecine officielle que ce processus est souvent très long, étalé sur plusieurs années. Ce processus d'une lenteur absolue, on vous dit, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, puisque moi, j'ai connu des personnes qui ont passé des contrôles. Sur le contrôle, on ne voyait rien apparaître, alors même si la cellule était peut-être là, cancéreuse, voilà. Et au bout de 3 mois, on voit une masse d'1 cm3. Donc, ne me dites pas que le développement d'un cancer prend 20 ans. Et il y a des enfants qui naissent avec des cancers, donc il leur faut quelques semaines pour développer des masses dans le ventre de leur mère. Pour moi, le cancer peut apparaître en un instant et se développer bien plus rapidement qu'on l'imagine. Mais là n'est pas l'objet du débat de cette vidéo. Quelques chiffres pour regarder. On estime qu'aujourd'hui, on a entre 150 000 et 180 000 décès par cancer chaque année. Une petite dominance des hommes. 57%, c'est plutôt des hommes. Et ce qu'on observe, c'est que si vous êtes un homme, il y en aura quand même 1 sur 8 qui aura un cancer et une femme sur 11 meurt d'un cancer. Alors, pardon, c'est un petit peu plus, c'est 1 sur 8 et 1 sur 11 qui meurent d'un cancer et un homme sur 5 et une femme sur 6 développeront au moins un cancer au cours de leur vie. Cancer du moins diagnostiqué. Le nombre de décès par cancer a augmenté ces dernières années, de 6% chez l'homme et de 26% chez la femme, si on regarde entre 1990 et 2018. Donc, la raison de cela, on va vous dire, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Plus on vit vieux, plus on a de risques de développer un cancer, puisqu'on vous dit que l'âge est un des risques majeurs d'avoir un cancer. Donc, le taux de mortalité, par contre, lui, par cancer, a diminué de 1 à 2%. Et cette diminution donc, est plus marquée chez l'homme, où elle est essentiellement liée, soi-disant, à une diminution de la consommation d'alcool et de tabac.
Je ne veux pas revenir sur cette affirmation de la médecine, c'est une hypothèse en tout cas qu'ils posent. Ils vous disent que, par contre, les cancers du côlon, du rectum, du col de l'utérus, du sein, de la prostate, demeurent des cancers qui ont un très bon pronostic. On guérit très bien de ces maladies. En gros, à 5 ans, la survie est de 63% pour ces deux premiers, rectum et col de l'utérus, et 88% de guérison pour le sein, 93% pour la prostate chez les hommes diagnostiqués entre 2010 et 2015. Par contre, on vous dit que le pancréas, le cerveau ont des taux de guérison quasiment nuls. On est autour de 2%, 1 ou 2%. Donc, une petite réflexion, si c'était les traitements qui avaient progressé, eh bien, peut-être que tous les cancers devraient évoluer positivement. Du moins, le taux de mortalité de ces cancers-là devrait évoluer positivement. Or, ce n'est pas le cas pour le pancréas, pour le cerveau. Et si vous regardez la mortalité des principaux types de cancers en France, on s'aperçoit qu'on meurt davantage du poumon, des voies respiratoires en 2020 plutôt qu'en 1950. On meurt moins, par contre, du cancer du côlon et du rectum aujourd'hui. Par contre, on meurt toujours autant du cancer du sein. Entre 1950 et aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution. Il y a toujours un peu moins de 10% de taux de mortalité pour 100 000 habitants. Par contre, le taux de mortalité a nettement baissé pour l'estomac et il s'est maintenu aussi relativement stable pour la prostate, pas d'évolution. Et par contre, tout ce qui est cerveau ou pancréas, comme vous voyez sur l'image, légère augmentation du taux de mortalité. Donc, il est difficile de dire que les progrès de la médecine ont favorisé une amélioration du taux de survie de ces maladies-là. Je ne nie pas, pourtant, qu'elle fait un travail de dépistage, qu'elle fait un travail d'opération, de chimio, de médication. Mais si on prend les chiffres, on s'aperçoit que le taux de mortalité lorsqu'on a un cancer, il est quasiment pas changé, sauf sur certains cancers qui sont augmentés ou d'autres qui sont diminués. Les causes officielles du cancer, je ne vais pas y revenir, vous les connaissez tous, tabac, alcool, alimentation riche en produits chimiques, pesticides, etc. Mais le surpoids, l'obésité seraient responsables de 9% à peu près des nouveaux cas de cancer dans le monde. Alors, attention, on trouve des corrélations. On ne vous dit pas le cancer vient de ça. C'est-à-dire qu'on trouve des corrélations très fortes entre une personne qui va fumer et une personne qui va développer, cette même personne qui va développer, qui a un risque de cancer. Ça ne prouve pas à 100% que fumer donne le cancer. Il suffit de regarder des personnes autour de vous. Vous avez des gros fumeurs. Moi, j'en ai connu un, il a fumé un paquet par jour de gitane jusqu'à 95 ans et il n'est pas mort d'un cancer. Il n'est pas mort du poumon ou d'autre chose. D'accord? Il est mort de vieillesse, je ne sais pas exactement de quoi, j'ai pas sa famille ne m'a pas dit, mais il fumait un paquet par jour. Donc, attention, corrélation ne veut pas dire cause obligatoire. Je ne nie pas que les additifs, les pesticides, les cigarettes, l'alcool ne soient pas agressifs pour l'organisme. Mais de là à entraîner une mutation cellulaire, personne ne peut le dire. Vous connaissez tous des personnes autour de vous qui ont mangé des pesticides toute leur vie. Il y en a beaucoup autour de nous et qui ne développeront jamais de cancer. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'on va vous dire, voilà, vous avez des personnes qui vont fumer toute leur vie, elles vont développer un cancer, mettons, de la vessie. Et on va dire, vous voyez, vous avez fumé, la cigarette est responsable de votre cancer. Mais on ne va pas faire le lien entre les molécules contenues dans le tabac et le cancer de la vessie. Pourquoi un cancer de la vessie? Vous devriez d'abord développer au moins un cancer du poumon, là où vos tissus sont les plus exposés aux molécules soi-disant cancérigènes. Donc, attention, on ne fait que des corrélations sans expliquer réellement comment les cellules mutent lorsqu'elles sont exposées. Donc, à ce moment-là, lorsque vous posez ce genre de questions, on va vous dire non, on va parler de facteurs aggravants, sans savoir ce qui est à l'origine de la mutation de la cellule. Alors, tout le monde va vous répondre, mais oui, de toute façon, c'est multifactoriel. Mais ça, c'est la réponse que l'on donne quand on ne sait pas. Eh bien, peut-être que l'on ne sait pas, et aujourd'hui,
bien fort est celui qui est capable d'affirmer que le cancer vient de ça, ça ou ça. Mais j'aimerais maintenant me concentrer sur les causes expliquées par certaines personnes de ces cancers et travailler là-dessus. Alors, il y a une hypothèse, c'est que pour tout ce que vous allez voir là, dans les personnes qui vont parler sur ces 3 vidéos, on voit la cellule cancéreuse comme quelque chose d'isolé du corps, qui fonctionne de façon indépendante et agit contre le corps. Alors, même si on va vous parler de terrain, et je vais revenir sur cette notion-là, on pense que la cellule se développe de façon anarchique, qu'elle n'est plus connectée au cerveau et à toutes les autres cellules du corps, et qu'elle fonctionne de façon totalement isolée contre l'organisme, comme un ennemi qui tenterait de détruire l'organisme. Attention, une cellule cancéreuse ne détruit pas l'organisme, elle ne fait que se développer, générer avec un métabolisme particulier et agit, se développe dans un organe, dans une partie du corps, et n'a comme inconvénient que de devenir trop grosse et de compresser des zones autour d'elle. Et à ce moment-là, elle devient dangereuse, puisque si vous compressez une artère, une zone dans le cerveau, vous pouvez en mourir. Donc, c'est les conséquences de développement de la tumeur qui sont graves, qui sont gênantes, mais la tumeur en elle-même, quand on l'étudie, elle ne sécrète pas de poison, elle ne vous détruit pas, c'est même asymptomatique dans la plupart des cas, et la personne n'est pas fatiguée, elle n'a aucun symptôme à ce moment-là. Il y a quelques cas particuliers où, bien sûr, quand la tumeur devient trop grosse, quand les mitochondries s'épuisent, épuisent l'organisme et ne fonctionnent plus correctement, ou quand vous passez en phase d'inflammatoire d'une phase particulière, par exemple d'un cancer des os, eh bien, vous pouvez avoir des poussées inflammatoires très fortes, très douloureuses, puisque ça compresse le périos, ces inflammations. Et à ce moment-là, on vous parle d'aggravation, de choses comme ça. Mais attention, tous les cancers ne sont pas tout à fait pareils, ce ne sont pas tous des développements de tumeurs, etc. Vous avez des cancers dans l'os, par exemple, où l'on observe un creux dans l'os, des trous dans l'os. Donc, il n'y a pas de cellules qui se développent à l'infini, il y a juste du creux qui se forme. Et on parle quand même de cancer ou de métastases cancéreuses. Voilà, donc je pousserai toutes ces réflexions un petit peu plus tard. En tout cas, on va vous parler d'anomalies, d'anarchie, de choses déconnectées du cerveau, de perte du contrôle, etc. Alors que moi, je vous parlerai du cancer comme une réponse adaptée à une situation particulière. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se traiter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider l'organisme à mieux supporter cette phase-là, etc., etc. Voilà, on poussera cette réflexion bien plus tard. Alors, maintenant, voyons les thèses défendues par Thierry Casasnovas. On verra ensuite Ulrich Génisson, on verra le professeur Schwarz-Joyeux la prochaine fois. Et regardons ce que dit Thierry Casasnovas sur l'origine du cancer. Je vous passe cet extrait, écoutez bien et on le commente juste après. Je vous donne mes arguments qui ne vont pas forcément dans son sens. Alors, mensonge numéro 1, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un mensonge en fait, parce que naturellement, dans le corps, il y a des cellules cancéreuses qui apparaissent en permanence, tous les jours. Et on a un système qui est parfaitement adapté pour traiter ces cellules cancéreuses, les neutraliser et les évacuer. C'est ce qu'on appelle notre système immunitaire, qui reconnaît dans le système toutes les cellules, on va dire mutantes, mutagènes d'une certaine manière, qui apparaissent au cours d'une journée. Donc on est équipé. On est équipé pour éliminer ces cellules cancéreuses. Le corps est conçu pour les reconnaître. Et le cancer, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre la quantité de cellules cancéreuses produites et la capacité du système immunitaire à les neutraliser et à les évacuer. Donc, on parle obligatoirement de surproduction de cellules cancéreuses et de sous-activité du système immunitaire. Vous voyez, il y a le décalage qui se fait entre les deux. L'important, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui est en amont de cette tumeur. Qu'est-ce que cette tumeur nous dit? Et je ne sais pas si vous réalisez à quel point la notion de symptôme est primordiale. Un symptôme n'est pas un problème. Un symptôme est un signal. La tumeur est un signal. Et qu'est-ce qui est en amont? Qu'est-ce qui explique que cette tumeur apparaisse? Globalement, dans le corps, ce qui explique que cette tumeur apparaisse, ce qui explique qu'il y ait une surprolifération de cellules cancéreuses, c'est simplement qu'il y a accumulation dans le corps de déchets toxiques que le corps ne peut pas évacuer, parce que le métabolisme des cellules produit beaucoup trop de déchets toxiques, parce que nous sommes en stress permanent et que
que les cellules produisent, en fonctionnant, produisent énormément de déchets métaboliques, parce qu'il y a énormément de déchets métaboliques qui viennent aussi de notre environnement, de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, des aliments que nous mangeons, de la fumée que nous inhalons, des microparticules de gazole que nous inhalons quand nous nous promenons au bord des routes, et bien sûr du stress quotidien qui fait que la machine, elle fonctionne à pleine turbine. Donc, d'un côté, il y a surcharge en produits toxiques, il y a sous-apport de ce qu'on appelle les micronutriments vitaux. Vous savez, quand on parle des vitamines, des micronutriments, des minéraux, des antioxydants, vous savez, tous ces produits qu'on va aller chercher dans des gélules, ben, normalement, ils devraient se présenter dans notre alimentation, on devrait en avoir au quotidien. Et ces produits sont essentiels pour neutraliser les radicaux libres, qui sont les produits de notre métabolisme cellulaire, et qui peuvent être très agressifs et très oxydants pour l'organisme. Et à côté de ça, on a un système immunitaire qui est défaillant, qui n'est plus à la hauteur. Surcharge et épuisement, parce qu'un système immunitaire qui est défaillant, c'est un système immunitaire qui est dans un organisme qui est totalement épuisé. Voilà, alors je remercie Thierry Casanovas quand même de mettre sur la place publique ce sujet-là, mais attention, je trouve qu'il va très vite en besogne et c'est très risqué ce qu'il fait, puisqu'il vous dit ouvertement « je connais les causes du cancer ». Alors revenons sur ces arguments et essayons de les analyser correctement, objectivement. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des références, des contre-arguments, votre raisonnement qui me prouverait le contraire. Je suis preneur pour apprendre, hein, vous savez. Son argument, c'est que, 1, le cancer est lié à une accumulation de déchets toxiques, à du surstress, des déchets métaboliques, alors que ce soit des déchets de la cellule produite par elle-même, hein, soit des déchets exogènes qui viennent de pollution. Ensuite, il vous parle de carence en antioxydants, en nutriments essentiels pour contrecarrer la déminéralisation du corps, le fait que le corps ne pourra plus lutter contre des radicaux libres, hein, qui seraient des sources de dégénérescence cellulaire. Et puis, en troisième cause, il va vous parler de l'épuisement du système immunitaire. Vous savez, ce décalage entre l'immunité qui n'est plus assez suffisante pour éliminer toutes les petites cellules cancéreuses que l'on forme régulièrement. Donc, le cancer serait, si on reprend ces thèses, et c'est aussi la même théorie de l'encrassement de tous les hygiénistes. Les hygiénistes, ils vous disent que le lit de la maladie, c'est les liquides du corps dans lesquels baignent nos cellules. On va vous parler d'encrassement cellulaire, d'encrassement ou d'intoxication du système humoral, les humeurs du corps, sang, lymphe, liquide extracellulaire, le liquide intracellulaire aussi, bien sûr. Et on va vous parler donc du fait qu'on est noyé dans un amas de toxines et que le corps produirait des déséquilibres, ça asphyxierait les cellules, ça limiterait leurs échanges, et à ce moment-là, ça atteindrait l'ADN de la cellule et créerait du cancer à plusieurs endroits. Jean Seignalé écrit cela dans son livre, hein, Alimentation ou troisième médecine, puisqu'il a une vision de terrain, une vision assez généraliste, hein, de la santé, et il écrit « Les processus mis en œuvre par l'organisme pour épurer le milieu extracellulaire des macromolécules qui l'encombrent sont générateurs de radicaux libres, agressifs pour les cellules voisines et considérés comme cancérigènes. » Donc, toxines, réaction de libération des radicaux libres et création de molécules cancérigènes. L'encrassage extracellulaire est probablement rarement la cause directe de la formation d'une cellule maligne. Donc, ce n'est pas quelque chose de direct, à la différence de Thierry Casanovas qui dit que la toxine va agresser directement l'ADN. Par contre, lorsque la cellule maligne est apparue, il va empêcher son apoptose ou sa normalisation et favoriser sa prolifération incontrôlée. Donc l'encrassage ne crée pas directement, selon Seignalé, le cancer, mais lorsqu'il apparaît, sans nous expliquer vraiment ce qui le crée, à part peut-être les radicaux libres, eh bien à ce moment-là, cet encrassage va permettre une prolifération plus rapide de la cellule cancéreuse. Donc on est dans la théorie de l'encrassement des liquides extracellulaires, et il dit qu'il y a aussi un encrassement intracellulaire, et il dit qu'il constitue, à mon avis, la cause majeure de la cancérisation d'une cellule. Certaines macromolécules étrangères entrées à l'intérieur de la cellule, de plus en plus abondantes au fil du temps, vont progressivement générer, voire bloquer le fonctionnement des divers rouages.
l'accumulation de déchets finit par rompre certains équilibres physiologiques avec un déficit de certaines réactions et une exagération compensatrice. Ma conviction, celle de Jean Seignalé, je finis de le citer, est que cet empoisonnement prolongé de la cellule finit par entraîner des altérations de l'ADN nucléaire, avec en particulier rupture des liaisons hydrogènes entre les deux chaînes d'ADN et pour provoquer les anomalies génétiques, délétion, mutation, remaniement chromosomique, amplification excessive, instabilité, qui conduisent au cancer. Voilà. Pourquoi je ne crois pas dans cette théorie? Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, même si cette théorie paraît séduisante. Je ne suis pas d'accord avec eux et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a aucune preuve scientifique, même si ce n'est pas mon argument principal, mais voilà. J'aimerais bien voir des études scientifiques qui mettent en relation des déchets générés par l'organisme ou des toxines provenant de l'extérieur. Alors, il existe des théories qui vous expliquent que telle et telle molécule exogène, un pesticide, etc., puisse être cancérigène et créer des mutations. Mais en fait, quand vous faites les expériences réelles, vous cherchez des études qui montrent que in vivo, chez certaines souris ou chez d'autres êtres vivants, sur des humains, eh bien, alors ces humains, on ne peut pas, à moins d'avoir des paysans exposés à des super doses de produits chimiques. Et à ce moment-là, il est vrai qu'on constate une corrélation avec une augmentation du nombre de cancers. Là, on peut le constater. Mais il n'y a pas d'études qui vont vous montrer comment telle molécule crée une cancérification, je ne sais pas comment on dirait, une mutation de l'ADN. Par contre, je vais revenir sur ce qu'il dit sur le métabolisme cellulaire. Stress, déchets environnementaux, etc. Si on regarde les cellules, déjà, si on regarde un cancer des os, on s'aperçoit que la mutation entraînée dans la cellule, c'est une mutation qui entraîne une destruction de la trame osseuse. Comment expliquer que des déchets, des toxines, dont on ne connaît ni la nature ni l'origine, parce que vous allez voir tout à l'heure, ce n'est pas évident de les observer dans le corps, font que les cellules de l'os, d'un coup, se mettent à se creuser, ou que d'autres se mettent à se multiplier. Vous avez des déchets, on imagine que le corps produise des déchets dans le sang, ça envahit le liquide extracellulaire dans lequel baignent nos cellules, et à ce moment-là, ça va déclencher chez certaines des mutations qui vont faire de la masse, dans le foie, dans le sein, dans le péritoine, dans la vessie, donc des masses, des boules, et puis dans certains organes comme l'os, du creux, des trous. Voilà. Donc c'est très suspect que des toxines, et quand on vous dit que c'est une maladie anarchique, normalement ça devrait faire des lambeaux à un endroit, ça devrait faire des boules à un autre endroit, ça devrait faire du creux à un autre endroit, un peu partout. Mais ça fait toujours la même réponse pour chaque cellule qui se trouve dans le foie, dans le sein, etc. Et une réponse totalement opposée dans un tissu qu'on appelle l'os. Et à ce moment-là, c'est du creux, du creux, du creux. Et parfois, il y a des cancers de l'os qui font de la masse. Les ostéosarcomes, c'est de la masse. Donc attention, ça me paraît très suspect d'anarchie et surtout de hasard, de quelque chose qui n'est pas maîtrisé par l'organisme, puisque dans 100% des cas, dans l'os, c'est du creux, et dans le foie, c'est de la masse. Dans le sein, c'est de la masse. Dans l'os, c'est du creux. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a dans le corps quelque chose qui n'apparaît pas anarchique. Quand vous pouvez reproduire à des millions d'exemplaires, tout le temps, à 100%, toujours le même type de cancer dans le même tissu, c'est suspect d'anarchie. Et comment des toxines pourraient entraîner des mutations qui soient toujours les mêmes dans un organe et toujours opposées dans un autre. C'est très suspect d'anarchie tout ça. Alors, revenons maintenant à la thèse que ce serait l'encrassement des tissus qui créerait cet environnement propice au développement de cancer. Donc, il y a une croyance dans le milieu de la médecine naturopathique, la médecine de terrain, et moi aussi j'y ai cru pendant longtemps, que c'est le milieu dans lequel baignent nos cellules qui peut varier au niveau du pH, de l'acidité, de l'environnement toxinique, si vous voulez,
et qui, au bout d'un moment, fait que la cellule ne peut plus avoir des échanges corrects avec son environnement. Et derrière, on vous explique que le mode de vie, la fatigue, le stress, la pollution généreraient des soi-disant toxines qui s'accumuleraient dans ce liquide extracellulaire. Vous savez, un liquide dans lequel toutes nos cellules baignent. Et on vous dit que le pH est modifié, etc., et que l'acidose créerait ce milieu favorisant le développement de la tumeur. En réalité, il ne peut y avoir de variation de pH. Voilà, retenez-le. Votre pH sanguin est le même que le pH du liquide extracellulaire, puisqu'il y a des échanges constants entre eux, et il est toujours entre 7,35 et 7,45. Il se peut que momentanément, lors d'un effort très intense, ou d'une pathologie respiratoire, d'un trouble rénal, vous ayez une incapacité à compenser une acidose qui se mettrait en place. Donc c'est possible, mais ça ne dure pas longtemps, sinon vous mourrez. Donc déjà le milieu, il ne faut pas qu'il varie, que ce soit sur ce plan de l'acidité, et il ne faut pas que des toxines empêchent les échanges cellulaires, sinon ces cellules mourraient et vous mourrez très rapidement avec. Donc, c'est la loi du tout ou rien. Soit le milieu est maintenu propre, soit il est complètement intoxiqué et là, vous mourrez rapidement. Il n'y a pas de compensation qui se fait, ni par le rein, ni par des libérations de minéraux qui entraîneraient une basification du milieu, etc. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si vous accumulez des toxines dans votre liquide extracellulaire, je ne sais pas, des toxines endogènes, par exemple de l'urée, de l'ammoniac, de l'acide urique, de l'acide ipurique, des gaz, etc. Ou même des toxines exogènes, des pesticides, des polluants, etc. Je ne nie pas qu'on en respire, qu'on en ingurgite, mais ces molécules sont toujours prises en charge pour ne pas impacter les échanges cellulaires. Et si vous faites des analyses de votre liquide extracellulaire, vous verrez qu'il n'y a pas de variation ou de façon extrêmement transitoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le corps qui de suite intervient pour modifier le pH par des systèmes tampons, élimination par le rein, adhésion H+, etc. Les os, je vous l'ai expliqué, la respiration. Et puis, vous avez des systèmes de prise en charge de ces toxines qui, si elles s'accumulaient dans votre sang, dans votre liquide extracellulaire, seraient catastrophiques et entraîneraient la mort immédiate d'un organe, déstructuration d'organes, etc. Or, heureusement, vous avez un foie qui, par l'intermédiaire de systèmes enzymatiques, cytochrome P450, etc., sont capables d'effectuer des détoxifications, c'est le terme exact scientifique, de prise en charge de ces molécules chimiques pour les recycler et les éliminer. Et alors, quand je dis recycler, c'est les prendre en charge, les rendre hydrosolubles pour les éliminer par les émonctoires. Et celles que le corps n'arrive pas à prendre en charge sont de suite isolées dans vos tissus graisseux. Donc, n'allez pas me dire que votre tissu extracellulaire dans lequel vous baignez modifie sa structure pour entraîner des processus de cancérisation. Tant que vous arrivez à compenser, à éliminer, vous vivez, les échanges se passent bien. Si vous n'y arrivez pas, vous tombez malade de suite. Et c'est danger immédiat. Ce n'est pas un processus qui va donner des années. Par contre, je ne nie pas que vous accumulez des toxines dans vos graisses. C'est un fait. Mais de là à dire que cela crée du cancer, des radicaux libres qui agresseraient l'ADN, personne ne le sait et personne ne peut vous le prouver. Moi, je pense que l'on confond la cause et les conséquences. C'est la cellule cancéreuse qui crée un environnement acide autour d'elle et uniquement autour d'elle, et non le milieu qui devient acide ou riche en toxines et qui générerait des déséquilibres de l'ADN. Ensuite, on va vous parler de cancer systémique. Vous savez qu'à ce moment-là, il parle que ce n'est pas votre foie qui est malade, c'est tout le corps. Tu sais, souvent on dit, ouais, le cancer, j'ai un cancer du foie. Puis tu penses que simplement ton foie est touché. Mais ça, c'est pas possible. Le cancer est une maladie métabolique systémique. Je veux dire, tu ne peux pas espérer que ton foie soit touché ou que ton poumon soit touché par un cancer, puis le reste du corps, hop, il est clean, pas de problème, il y a zéro souci. Mais enfin, imagine, tu as un mur par exemple. Tu as un mur et puis sur ce mur se développent des moisissures à un endroit. Bah, tu crois que simplement en enlevant ces moisissures, tu vas arrêter le processus de moisissure au niveau du mur?
elle va apparaître autre part, ailleurs, parce que c'est les conditions dans lesquelles ce mur est présent qui suscitent les moisissures. Si tu enlèves un cancer, si tu enlèves une tumeur à un endroit, tu crois que si tu ne changes rien à ce qui a amené à l'apparition de cette tumeur, tu crois qu'il n'y en a pas d'autres qui vont apparaître? Le symptôme, c'est la partie immergée. Et donc, quand il y a de la moisissure, on cherche la cause de la moisissure et on traite donc ce qui va créer la moisissure, hein, la fuite à un endroit, etc., etc. Ce n'est pas l'organe qui est malade, c'est l'ensemble du corps. Eh bien, c'est quand même bizarre. Pourquoi? Parce que l'ensemble des cancers primaires, quand vous développez un cancer à un endroit du corps, eh bien, ce cancer ne se développe que dans une partie du corps. Vous connaissez très peu de personnes qui, elles vont vous dire, ah là, je suis tellement intoxiqué que j'ai une explosion des cancers dans mon corps. J'ai un cancer à la paupière, un cancer au sein, un cancer au cerveau, un cancer au foie. Je ne vous parle pas de métastase, je ne vous parle pas de généralisation, je vous parle de premier cancer. Quand on vous dit que c'est l'encrassement humoral qui crée le cancer. Ce cancer, il est toujours ciblé sur un organe. Moi, j'ai des consultantes qui viennent d'avoir un cancer, elles se sont faites opérer du cancer du sein. Et il n'y en avait que dans le sein. D'accord? Il n'y en avait pas ailleurs dans le corps. Pourtant, on vous dit, c'est l'accumulation de déchets, c'est depuis 20 ans, c'est tout le corps. Si ça devait être une maladie généralisée, d'accord, métabolique généralisée d'accumulation de déchets dans tout le corps, eh bien, vous auriez des multitudes de foyers de cancer qui s'allumeraient partout, qui se développeraient partout. Et votre immunité aurait beau être au taquet de ce qu'elle peut être, de toute façon, elle ne répondrait pas et vous développeriez des dizaines et des dizaines de cancers. On est d'accord? Pas sur un seul organe. C'est comme si on avait l'impression que l'immunité allait partout, sauf dans le sein. C'est quand même bizarre. Pourtant, vous avez des sentinelles, vous avez des lymphocytes qui sont tout le temps en activité dans tous les tissus et elles informent le cerveau, ils communiquent entre eux. Et à ce moment-là, si elles devaient faire leur travail de déblayage, elles le feraient. Pourtant, elles laissent s'exprimer un cancer à un endroit bien précis. Mais retenez juste cette idée. Si un cancer devait être lié à une accumulation de déchets dans tout le corps, eh bien, vous devriez développer de multiples cancers en même temps. OK? Je ne parle pas ici de généralisation et de métastase. Hein? C'est un autre sujet. Regardez autour de vous. Parfois, vous avez des métastases. On va parler un petit peu des métastases maintenant. C'est intéressant de voir qu'il existe des circuits, des relations très précises entre un cancer et des métastases. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les métastases, c'est la migration d'une cellule cancéreuse d'un organe qui circulerait dans le sang et qui arriverait à se fixer sur un autre organe du corps. On a souvent des circuits comme ça qui sont étonnants, parce qu'on va vous parler aussi d'encrassement et de circulation de liquide dans le corps, etc. Souvent, une femme qui a un cancer du sein, par exemple, elle va souvent faire soit des métastases dans le foie, soit des métastases dans l'os. En général, c'est ganglion, os, foie, poumon et un peu le cerveau. Ce qui est étonnant, c'est que ces métastases ne se manifestent que très rarement dans le rein. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que le rein, c'est un liquide de filtration. Il filtre 180 litres de sang par jour. C'est énorme. Plusieurs fois, l'ensemble de votre sang est filtré dans les capillaires au niveau rénal. Donc, si la métastase circulait, si les déchets dans l'organisme devaient circuler à un moment donné et altérer certaines cellules, eh bien au moins que ce soit dans le rein, l'organe qui est le plus filtré du corps. Donc, si c'est un organe qui devrait manifester plus de cancers primaires, plus de cancers secondaires, liés à un encrassement du cellule ou à une migration de métastases. Or, avec le système nerveux, la rate et le pancréas, les reins sont l'organe qui manifeste le moins de cancers secondaires. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de logique de circulation de déchets ou circulation de métastases. Voilà. Pourquoi les os? Pourquoi vous avez un cancer du sein et ça va se déposer en bas de la colonne vertébrale? Pourquoi ça va se déposer dans le foie plutôt que dans l'œil, dans le nez, dans le péritoine, dans le système digestif? Eh bien, je ne peux pas vous l'expliquer là. Voilà. Moi, j'ai mon hypothèse.
je n'en parle vraiment que dans une approche très particulière, il faut d'autres connaissances pour bien comprendre ça, mais j'évoquerai ça un petit peu dans la dernière vidéo. Donc, retenez qu'un cancer, en fait, c'est quelque chose de très ciblé, quoi qu'en dise Thierry Casasnovas, la plupart des cancers sont ciblés sur un organe. Et même quand on soigne ces personnes sur ce cancer, elles rechutent, souvent, ça arrive, mais elles refont souvent un cancer sur le même organe. C'est quand même étonnant. Si ça devait être une maladie systémique, au moins qu'elles rechutent, la probabilité qu'elles rechutent sur le même organe, si c'était lié à un encrassement, elle devrait être de 1 sur 1000. Vous avez quand même des milliers d'endroits dans le corps qui peuvent développer, n'importe quelle cellule peut développer un cancer, puisque toutes les cellules baignent dans le même milieu humoral. OK ? Et c'est ce milieu qui, soi-disant, se modifierait. Simplement, je dis que la cause n'est pas l'encrassement humoral, n'est pas un problème systémique. Il suffit d'observer. Regardez cet exemple qui est banal. Si vous ne supprimez… Alors, je reprends ce que dit Thierry Casasnovas. Et c'est se leurrer complètement. Tu en enlèves une, il y en a une autre qui va apparaître à un autre endroit ou au même endroit, peu importe, parce que les conditions n'ont pas changé. Si tu as un mur qui attrape des moisissures, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne ventilation dans la pièce, c'est parce que la qualité du mur n'est pas adéquate, et c'est certainement pas en enlevant juste en grantant une que tu vas faire évoluer la chose. Donc premier mensonge, on ne sait pas d'où vient le cancer. Si, on sait exactement ce que c'est, on sait que c'est une maladie métabolique, que c'est une maladie métabolique de la surcharge, et on sait que c'est une maladie métabolique dans laquelle le système immunitaire ne joue plus son rôle. Épuisement et surcharge. Si vous ne supprimez pas les causes du cancer, c'est-à-dire ce qui crée la moisissure, eh bien, vous ne guérirez pas. Pourtant, autour de vous, vous connaissez bien des personnes qui ont eu des cancers, qui ont été traitées, qui ont été opérées et qui, à 10, 15 ans, ne rechutent pas. Pourtant, est-ce que ces personnes ont changé leur mode de vie? Est-ce qu'elles ont changé leur alimentation? Est-ce qu'elles ont changé de ville? Elles respirent moins de pollution? Elles sont moins stressées? Moi, j'en connais qui sont revenus dans leur rythme de vie et qui n'ont rien changé. J'ai même la grand-mère dans ma famille, une grand-mère qui est morte aujourd'hui, il y a quelques années. Elle a eu un cancer du côlon. Elle s'est faite opérer entre 50 et 60 ans et elle a continué de vivre exactement de la même façon après. Elle n'a pas changé ses habitudes alimentaires, elle a continué d'être sédentaire, elle vivait dans un appartement en ville. Elle n'a rien changé et elle n'a jamais rechuté. À 88 ans, elle est morte de sa belle mort d'usure sans cancer. Donc, si vous ne changez pas le mode de vie derrière et que vous ne rechutez pas, peut-être que le mode de vie, l'épigénétique, comme on vous dit, n'est peut-être pas aussi responsable, ou l'encrassement humoral n'est peut-être pas aussi responsable que ça du cancer. Je ne nie pas que le mode de vie n'a pas une influence sur votre santé. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis le premier à essayer de vous conseiller d'avoir une hygiène de vie qui va favoriser un bon élan de vie, éviter d'avoir des pics de glycémie. Je vous parlerai d'insuline la prochaine fois en relation avec le cancer, etc. Voilà. Mais le débat n'est pas là, il est sur l'origine du cancer. Dernier argument, on vous dit que les tumeurs sont réduites par le système immunitaire. Donc, c'est la thèse aussi de signaler. On parle de traitement immunologique, vous le savez, car on sait que ces traitements détruisent… alors attention, les traitements de l'immunologie sont intéressants parce que la chimiothérapie agresse toutes les cellules du corps, les cellules saines, même les cellules immunitaires, les cellules souches immunitaires. Et donc, on va apporter une approche immunologique, un soutien immunitaire à l'organisme. Je ne sais pas exactement comment on le fait, mais on le fait. Et Thierry Casasnovas nous parle de déficience de votre immunité, de cellules immunitaires qui ne seraient pas capables d'aller chercher les cellules en train de se développer au niveau cancer. Et donc, nécessiterait d'être… L'idée qu'il développe, c'est que votre immunité s'affaiblit, diminue. Et que Signaler vous parle même d'encrassage des cellules immunitaires. Je le cite, les cellules malignes apparues dans un organisme humain devraient normalement être rapidement détruites par les cellules chargées de la surveillance immunologique des cancers, c'est-à-dire les lymphocytes T, CD8 et les NK. Donc ça, c'est des choses qui ont été montrées dans les années 2000. Et on a montré l'importance du système de défense par la mesure de l'activité cytotoxique des lymphocytes T, etc. Donc c'est une réalité, apparemment, que les lymphocytes auraient une activité cytotoxique sur les cellules cancéreuses. Sauf que ces cellules cancéreuses,
arrive à produire un système de défense qui fait que le système immunitaire ne parvient pas à les atteindre. Alors on va vous dire, mais c'est parce que l'immunité de la personne n'est pas assez forte. On considère donc une personne qui a un cancer parce qu'elle a un cancer parce qu'elle a une faiblesse du système immunitaire. Et on vous dit qu'elle n'est pas capable de détruire les cellules mutantes qui se développeraient par-ci, par-là. Prenons une personne qui a un cancer et qui est sous traitement maintenant. Donc, par exemple, on va prendre cette grand-mère-là comme exemple que je vous ai pris tout à l'heure. Cette grand-mère a été traitée, a été opérée. Maintenant qu'elle a eu ses traitements, qu'elle a eu son opération, qu'elle a suivi un endormissement, je ne sais pas si elle a eu de la chimio à l'époque, hein, je crois pas. Elle a juste une partie du côlon en moins. Maintenant qu'elle est plus âgée, qu'elle a plus de côlon, donc gère sans doute un peu moins bien, qu'elle a en plus, elle a eu des millions de cellules tumorales qui se sont développées et qu'elle a subi sans doute 2 ou 3 petits traitements, eh bien, son système immunitaire devrait être encore plus affaibli. Pourtant, sans changer de mode de vie, en étant plus âgé, avec un côlon en moins, eh bien, son système immunitaire, lui, il fonctionne mieux qu'avant. C'est quand même très bizarre. Et vous avez des personnes qui, sous chimiothérapie, je veux dire, c'est hyper toxique, hein, en termes de toxicité, il n'y a pas pire. Et derrière, elles s'en sortent, elles guérissent, et derrière, en plus, elles doivent traiter leur foie, le cytochrome P450, là, ils travaillent pour éliminer la chimio, hein, je peux vous le dire. Donc, elles ont plus de fatigue immunitaire, plus de fatigue hépatique, plus de fatigue générale, moins de morale quand vous êtes traité, plus l'opération, etc. derrière, et bien derrière, vous avez des personnes qui survivent et qui devraient s'aggraver, puisque leur immunité elle va chuter, et qui s'en sortent. D'accord? Je ne dis pas que c'est général, mais je vous prends simplement l'exemple de personnes qui s'en sortent. Pourtant, leur immunité, elle est au ras des pâquerettes à ce moment-là. D'accord? Donc, n'allez pas me dire que c'est qu'une défaillance de l'immunité. C'est bien plus complexe que ça. Et si vous regardez le cas que je vais vous donner maintenant, en défaveur de la théorie de l'encrassement et de la baisse de l'immunité, vous verrez que ce n'est vraiment pas aussi simple et je pense que vous ne pouvez pas plus être aussi réducteur. Juste, j'ai des exemples autour de moi et un exemple qui est fabuleux. Est-ce que vous avez jamais croisé une personne autour de vous qui avait une hygiène de vie fabuleuse, qui n'était pas si stressée que ça, qui avait une vie correcte, pas de maladie, pas d'ancienneté, d'hérédité particulière, et qui malgré tout a fait un cancer. Et elle n'était pas malade avant. Je veux dire, elle ne faisait pas de grippe. Ce n'est pas une personne qui tombait régulièrement malade. Donc on peut imaginer que son immunité est à peu près normale. Eh bien moi, j'en ai connu une bien au-delà de ça en termes d'immunité, de vitalité et de santé, qui a fini quand même par avoir un cancer. Cette personne a 59 ans. Elle faisait des trails, elle fait toujours des trails à 60 et quelques années, de plus de 160 km. Elle en a même fait un pour ses 60 ans de 250 km sur 4 jours et demi. Elle dort super bien. Elle a une hygiène de vie, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux, à part qu'elle est quasi végé, pas que végétarienne, hein, mais elle ne mange pas excessivement de viande. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle mange que des produits bruts, pas de transformation, pas de dessert excessif, pas de cuisine excessive. Elle court tous les jours quasiment, donc elle brûle des calories, elle brûle du sucre, elle brûle énormément. Elle fait même du fitness avec nous en plus. Elle a la joie de vivre, elle a une famille, etc., etc. Donc, tous les voyants sont au vert. Elle vit dans une ville qui n'est pas polluée, elle va dans la nature tous les jours. Et puis, à 59 ans, elle fait un cancer du sein. Voilà. Alors, on verra la nature de ce cancer, ce qu'on appelle un adénocarcinome, on n'est pas sûr que c'est des cellules malignes, etc. Mais elle se fait opérer, elle a tout le traitement et tout ce que vous voulez. Et puis, elle repart et elle refait sa vie comme avant. Mais avant, son immunité, imaginez, est-ce que vous imaginez vraiment, elle dort à 3000 mètres sous la tente. Elle n'est jamais malade, elle ne fait jamais de grippe, ou une fois de temps en temps un rhume. Mais imaginez, elle court la nuit, le jour, enfin, son immunité, elle est au top. Elle n'a pas de stress. Elle n'est pas du tout épuisée, parce qu'il y en a, ils vont vous dire, oui, elle court trop tous les jours. Mais on la voit au travail, elle n'est pas du tout fatiguée. Elle a la pêche tout le temps.
Donc, arrêtez de penser que c'est une déficience immunitaire qui va créer forcément du cancer. D'accord? Je ne crois absolument pas en cette thèse. Et ne me parlez pas d'alcool, de cigarettes, de médicaments. Elle ne prend pas de médicaments, pas de cigarettes, pas d'alcool. Jamais elle ne boit d'alcool. D'accord? Même quand elle fait ses trails, elle ne prend pas de gel de glucose, de choses comme ça. Elle est avec des fruits secs, avec des noisettes, avec des choses comme ça. Donc, moi, voilà, aujourd'hui, à travers ce que j'ai vu, observé, je ne crois pas en la thèse de la surexposition à des toxines qui s'accumuleraient toute notre vie dans le liquide extracellulaire avec notre incapacité à les éliminer ou l'incapacité à les détruire, les cellules mutantes. Pour moi, c'est ni surcharge, ni épuisement immunitaire. Je pense que le cancer est bien plus complexe que ça, ou peut-être bien plus simple que ça, mais ça dépend de l'approche que vous avez. J'en parlerai dans les prochaines vidéos, mais la prochaine fois, je m'attaquerai à un autre problème, le problème de la relation entre glucose, insuline et développement du cancer, puisqu'il y a beaucoup de thèses qui parlent de ça, et on parle aussi du régime cétogène qui s'oppose à ça. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre mon approche, si vous voulez peut-être vous dire, voilà, qu'est-ce que je ferais quand même si j'avais le cancer? Eh bien, moi, j'ai essayé de mettre ça sur une petite formation de 3h30 où vous apprenez tout ce que je mettrai en place si vous aviez un cancer, bien sûr soutenu par des études, soutenu par une approche psycho-émotionnelle aussi. Et voilà, ça c'est dans les formations que je vous propose. Mais je vous retrouve la semaine prochaine pour aller un petit peu plus loin dans les causes avérées du cancer et vous verrez que je ne suis pas non plus d'accord avec la thèse autour du glucose. Sinon, ça serait bien trop simple. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos commentaires. Ne soyez pas haineux. Par contre, si vous avez des arguments, moi, je suis preneur. Hein, vraiment, posez argument contre argument. Donnez-moi des exemples d'études qui démontrent ce que je n'ai pas peut-être expliqué, que moi non plus, je ne suis pas exhaustif. Bien sûr, je ne peux pas l'être en une vidéo. Je vous donnerai d'autres arguments plus tard, mais peut-être qu'ils contredisent mes propres arguments. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Vous pensez avoir toutes les clés pour rester en bonne santé, en appliquant quelques conseils piochés ça et là sur Internet. Mais avez-vous vraiment les connaissances pour comprendre et personnaliser ces conseils? J'ai décidé de condenser 30 ans de mon expérience et 25 ans d'enseignement en une série de formations audio-vidéo sur tous les domaines de la naturopathie et du décodage psychobiologique. Métabolisme, nutrition, jeûne, hormèse, mouvement, bilan de vitalité, analyse sanguine, étude des tempéraments, techniques naturelles de santé, relations cerveau, psychisme, organes et sens profond des maladies. 30 formations disponibles à la demande pour apprendre sur les principes vitalistes de la naturopathie, comprendre l'origine des symptômes et agir concrètement de manière individualisée. Que vous soyez étudiant en naturopathie, praticien ou simplement désireux d'accéder à une santé optimale, ces formations sont faites pour vous, que ce soit sous forme de stage à la carte ou en intégrant le programme complet sur alsacenaturo.com. Devenez le coach de santé que vous avez toujours voulu être, offrez-vous les outils vers la pleine santé, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir ou offrir à vos proches. Le tout à des tarifs très accessibles. Rejoignez-moi donc sur alsacenaturo.com ou sur jbnaturo@orange.fr.